Bienvenue à cette exploration un peu particulière aujourd'hui. On va se plonger dans les écrits de William George Jordan. Oui, bonjour. On va regarder de près des extraits de son livre The Kingship of Self-Control. C'est ça, la royauté de la maîtrise de soi. Des textes qui datent, fin 19e siècle. Publié dans le Saturday Evening Post à l'époque. Exactement. Et pourtant, c'est assez étonnant de voir comme ça résonne encore aujourd'hui. Absolument. L'objectif, c'est de décortiquer un peu ensemble ces idées clés. Jordan parle beaucoup de maîtrise personnelle, de la gestion de nos pensées, nos émotions. Et de ce fameux potentiel intérieur qu'on aurait tous mais qu'on ignore souvent. Voilà. C'est un auteur qui nous invite vraiment à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Les thèmes sont forts quand même. Il y a cette notion de maîtrise de soi comme une souveraineté. Une royauté intérieure, il dit. C'est ça. Et puis l'impact de nos mots, parfois, terrible. Ah oui, ça, il n'y va pas de main morte. Le fléau de l'inquiétude aussi, ce worry, et il oppose ça à la force de la simplicité. Et pour finir, cette idée assez fascinante d'une puissance de réserve cachée en nous. Bon, un programme assez dense, on peut dire. Oui, c'est riche. Jordan nous offre une sorte de carte pour naviguer en nous-mêmes. Alors, par quoi on commence? Peut-être cette royauté de la maîtrise de soi? Oui, allons-y. C'est vraiment le cœur de sa pensée, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, pour lui? Alors, il commence fort. Il dit que l'humain a, en quelque sorte, deux créateurs, Dieu et lui-même. Ah oui, quand même! Oui. Et il met l'accent sur notre responsabilité dans ce qu'on fait de nous-mêmes. On n'est pas juste une finalité, mais plutôt une possibilité. En permanence. C'est une charge, mais c'est aussi une liberté énorme, non? Exactement. C'est là toute l'ambiguïté. C'est très individualiste comme approche, au bon sens du terme. La responsabilité nous incombe. Et pour lui, ce qui nous distingue vraiment de l'animal, c'est ça. C'est cette capacité à la maîtrise de soi. Oui, cette lutte morale qu'on peut choisir de mener et de gagner. C'est là que se joue notre humanité, selon Jordan. C'est puissant comme idée. Et il développe cette image du roi et de l'esclave. C'est assez parlant. C'est-à-dire? On bascule entre les deux. C'est un peu ça, oui. À chaque instant, on serait soit roi, si on maîtrise nos impulsions, nos faiblesses, si on se recrée activement, D'accord. et esclave. Esclave, quand on cède, quand on subit nos désirs immédiats ou les circonstances sans lutter. Il donne un exemple frappant avec Alexandre le Grand, Ah oui, c'est vrai. le conquérant du monde, mais qui était incapable de maîtriser sa propre colère, ses excès. Donc pour Jordan, il était esclave de ses passions. Donc la vraie conquête, elle est intérieure. C'est ça. C'est une idée vieille comme le monde, mais il lui donne une tournure très pratique. Justement, comment on fait? Parce que c'est bien beau de dire ça, mais concrètement. Ben oui, il ne s'agit pas juste d'admirer ce qui y arrive, il faut comprendre le comment. Et il parle de gymnastique morale quotidienne, ça fait un peu... Un peu daté, oui, peut-être le terme. Mais l'idée, elle, est très actuelle, non? On parle beaucoup de micro-habitudes aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est une excellente comparaison. Jordan avait compris bien avant l'heure que la force de caractère, ça se travaille, au quotidien, par des petits actes. Il donne des exemples? Oui, des trucs très concrets. Poser un livre passionnant juste au moment le plus intense. Se lever tout de suite quand le réveil sonne. Marcher au lieu de prendre le bus. Parler gentiment à quelqu'un qui nous irrite. Des petits défis, quoi. Des défis minuscules, mais qui, accumulés, renforcent ce qu'il appelle le muscle de la volonté. C'est l'accumulation qui compte. Et il a cette image aussi de la nature qui fonctionnerait par paiement échelonné. Oui, j'aime beaucoup cette image. C'est un peu une métaphore économique pour un concept moral. Expliquez un peu. L'idée, c'est que chaque effort, chaque petit acte de patience, de courage moral, même minime, ça ne se perd pas. La nature ou la vie les met de côté. Elle les capitalise pour nous. Voilà, c'est ça. Ça devient une réserve d'énergie. Une réserve disponible pour les moments où on en aura vraiment besoin. Pour les grosses tempêtes. C'est une sorte d'investissement sur soi, en fait. Tout à fait. Un investissement à long terme. Donc, le conseil pratique, ce serait trouver sa faiblesse principale, l'égoïsme, la colère, la peur, peu importe. Sa bête noire, comme on dit. Oui. Et lui livrer bataille, consciemment, chaque jour, dans les petites choses. C'est ça. C'est pas une grande guerre héroïque. C'est plus une guérilla de tous les instants. Une vision très dynamique de l'être humain, en somme. Jamais fini, toujours en chantier. Exactement. Et la maîtrise de soi, c'est l'outil principal de cet artisanat intérieur. Bon, cette construction de soi, ça passe aussi par le rapport aux autres. Et là, Jordan aborde le pouvoir des mots, avec une image assez forte. Réaliser qu'un mot peut être aussi destructeur qu'une arme. Ça peut tuer une réputation, briser un moral. Les effets peuvent durer des années, dit-il.
Oui, les blessures invisibles sont souvent les plus tenaces. Il parle même de crime de la langue. C'est ça. La méchanceté, la calomnie, les commérages, le mensonge. Pour lui, l'impact cumulé de tout ça sur la société est peut-être pire que celui des crimes classiques. C'est une affirmation assez radicale quand même. Oui, et il insiste sur le côté insidieux de la chose. Même si on mène une vie irréprochable, on n'est jamais à l'abri. Une rumeur, une insinuation. L'exemple de Iago dans Othello qu'il cite est parfait pour ça. Absolument. La calomnie naît de l'envie qui détruit tout sur son passage. L'arme d'Iago, c'est le doute qu'il instille. D'où sa mise en garde contre le fameux « il n'y a pas de fumée sans feu ». Exactement. Parfois, le seul feu, c'est la malveillance de celui qui parle. C'est un réflexe paresseux et dangereux. Alors, face à ce potentiel destructeur des mots, qu'est-ce qu'il propose? Il parle de la plus haute forme de charité. Et ce n'est pas l'aumône matérielle. Ah non, c'est quoi alors? C'est ça. Suspendre son jugement. Tout simplement. C'est peut-être la charité la plus difficile. Il fait écho au ne jugez point. La balance de la justice qui est toujours en mouvement. Voilà. Il aime ce symbole. Elle ne s'arrête jamais. Elle pèse, elle nuance. C'est un appel à l'humilité, en fait. Reconnaître qu'on ne sait pas tout. Tout à fait. Il souligne la complexité incroyable d'un être humain. Pour juger vraiment, il faudrait être omniscient, ce qu'on n'est pas, évidemment. On est souvent comme le correcteur des preuves qu'il mentionne. Oui, qui ne voit que les fautes et oublie la beauté du texte. On a tendance à se focaliser sur le défaut qu'on croit percevoir. Ce qui est fort, c'est cet appel à l'honnêteté. Oser dire « je ne sais pas Oui. Attendre les faits. Écouter toutes les parties. Résister à la tentation de condamner trop vite, même nos proches. C'est difficile. ». C'est un exercice de retenue permanent. Parce qu'on ignore tellement de choses. Les luttes cachées des autres, leurs motivations réelles. C'est une leçon d'empathie, au fond. Absolument. Suspendre son jugement, ce n'est pas être naïf. C'est juste reconnaître la complexité du réel et nos propres limites. Laisser de la place à la nuance. Ok, donc après la maîtrise de soi et le poids des mots, il y a cette autre bataille intérieure, contre l'inquiétude, le fameux worry. Ah, le worry. Le mal américain de son époque, disait-il. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est actuel? C'est clair. Il le décrit comme une forme populaire de suicide lent. C'est fort, ça aussi? Oui, un poison mental. Il dit que ça attaque tout. Le sommeil, la digestion, l'esprit, la santé globale. Il fait une distinction nette entre le travail et l'inquiétude. Très net. Le travail, même intense, nourrit l'esprit. L'inquiétude, elle, l'empoisonne. Deux activités mentales, mais aux effets radicalement opposés. Et il distingue aussi worry et anxiety. C'est intéressant ça. Comment il voit la différence? Alors pour lui, le worry, l'inquiétude donc, c'est un peu comme un brouillard mental. C'est diffus, c'est plein de petites peurs vagues qui tournent en boucle. Et ça ne mène nulle part. Voilà. Ça sape l'énergie, c'est complètement stérile. L'anxiété, c'est différent. C'est plus focalisé sur un problème réel, un enjeu sérieux. Il y a une forme d'action possible. Oui, ou du moins une tension vers l'action. Il y a une forme d'espoir, même dans l'anxiété. Elle peut être un moteur. L'inquiétude, elle, c'est le frein à main serré en permanence. Et l'argument principal de Jordan contre l'inquiétude, c'est Son inutilité, ça. son inaniété totale. L'image de l'addition est simple mais géniale. S'inquiéter du résultat ne changera jamais la somme. 2 plus 2 feront toujours 4. Peu importe à quel point on s'inquiète. Voilà, les faits sont les faits. Donc s'inquiéter, c'est une pure perte d'énergie mentale. C'est d'un pragmatisme redoutable. 50% à ruminer dans le vide. L'inquiétude nous affaiblit juste au moment où on a le plus besoin de force. Logique, implacable. Sa conclusion, c'est soit on peut agir, et alors il faut mettre son énergie dans l'action, soit on ne peut rien y faire, et alors il faut garder son énergie pour encaisser, pour endurer. Dans les deux cas, l'inquiétude est inutile, voire nuisible. Exactement. C'est une vraie discipline mentale à acquérir. Et comme antidote à ce poison, il propose quoi? La simplicité. Oui, la grandeur de la simplicité. Ça peut paraître un peu simplet, justement, Un peu bateau, ouais. mais il charge ce mot d'une force incroyable. Qu'est-ce qu'il entend par simplicité alors? Ce n'est pas la naïveté, j'imagine. Pas du tout. Pour Jordan, la simplicité, c'est l'élimination active du non essentiel. C'est un processus de clarification. Se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est ça. Réduire sa vie, ses pensées, ses désirs à l'essentiel pour en augmenter la puissance, l'authenticité. C'est une force tranquille, en fait. Et ça se voit où, cette simplicité? Partout, selon lui. Les grandes vérités sont souvent simples. Une fois vécues au quotidien, c'est plus fort que des théologies compliquées. Un caractère simple, ce n'est pas un caractère simpliste.
Non, c'est d'un caractère intègre, aligné avec ses valeurs, sans se préoccuper sans cesse de ce que pensent les autres. L'harmonie intérieure avant tout. Il nous invite à regarder la nature aussi, je crois. Oui, les lois de la santé sont simples au fond. Et dans les moments difficiles, on revient souvent instinctivement aux choses simples, non? Les besoins de base, les relations authentiques. C'est vrai, c'est un réflexe de survie. Et il fait ce lien étonnant entre simplicité et grandeur. Il dit que la vraie simplicité, c'est très dur à imiter, comme une signature très épurée ou un billet de banque très simple. La moindre faille se voit tout de suite. Exactement. Et les grands esprits, les grands artistes, les grands leaders, ils ont souvent ça. Une expression simple, directe, mais qui porte une profondeur immense. Des mots simples, mais un impact puissant. C'est ça. Pensez à certaines équations physiques ou à des poèmes très courts. Donc, pour cultiver la simplicité, il faudrait simplifier, faire le tri. C'est un travail de soustraction, oui. Apprendre à renoncer, à élaguer le superflu dans nos vies, nos têtes. Pour se recentrer sur l'essentiel. Et y trouver une forme de liberté, de puissance, loin de la complication inutile. Cette idée de puissance intérieure, ça nous amène au dernier grand thème qu'on voulait aborder. Oui, les révélations de la puissance de réserve. Là, on est dans une note beaucoup plus optimiste. Carrément. C'est peut-être son idée la plus inspirante, non? Je trouve aussi. Il affirme que chaque être humain est une merveille de possibilités inconnues. L'image de l'iceberg, classique mais efficace. Voilà, 90% de notre potentiel serait caché sous la surface, invisible même à nous-mêmes. On se sous-estime en permanence. Et comment elle fonctionnerait, cette puissance de réserve? C'est la stratégie de la nature, dit-il. Oui, l'idée, c'est que la nature est économe par défaut. Elle nous donne ce qu'il faut pour le quotidien. Mais elle garde des atouts dans sa manche. Exactement. D'énormes capacités latentes en sommeil, prêtes à être réveillées en cas d'urgence, de gros défis. C'est un stock de secours intégré. Il donne des exemples dans la nature. Oui, il va piocher chez les animaux, les plantes, il parle des sens hyper-développés des animaux des cavernes qui compensent l'absence de vue, du mimétisme incroyable de certains insectes. Il cite aussi des adaptations plus étonnantes. Oui, bon, l'exemple des lapins australiens qui auraient développé des griffes plus longues, c'est peut-être un peu daté scientifiquement, mais l'idée est là. L'adaptation révèle un potentiel caché. Et chez les plantes aussi. Absolument. Il rappelle comment l'horticulture a transformé des espèces, la rose sauvage qui devient une rose de concours, la banane qui viendrait d'une sorte de lys, la pêche qui viendrait d'une amande amère. La culture et l'environnement révèlent ce qui était déjà là, en potentiel. C'est ça, le potentiel était inscrit, mais il fallait les bonnes conditions pour qu'il s'exprime. Et chez l'humain, alors, comment ça se manifeste, cette réserve? D'abord au niveau physique. Il note la redondance de certains organes. On a 2 reins, 2 poumons. C'est une sorte d'assurance biologique. La suppléance sensorielle aussi. Oui, le toucher incroyable des personnes aveugles, par exemple. Ou même des réflexes, comme les cheveux qui s'hérissent. Pour lui, c'est une trace de cette mémoire adaptative profonde. Intéressant. Mais le plus important, c'est sans doute la réserve mentale et morale, non? Oui, c'est vraiment là qu'il veut en venir. C'est cette réserve qui explique notre capacité à nous relever après des échecs, à trouver des forces qu'on ne se connaissait pas face à l'adversité. Il fait une analogie avec un mythe nordique. Oui, où la force des ennemis vaincus s'ajoute à celle du héros. Pour Jordan, c'est pareil avec nos ennemis intérieurs. Chaque passion maîtrisée, chaque difficulté surmontée, ça vient gonfler notre capital de résilience. Notre compte épargne de force intérieure. C'est un peu ça. Et cette force accumulée nous permettrait d'affronter des épreuves futures qui nous paraissent insurmontables aujourd'hui. C'est une perspective assez vertigineuse, mais la question clé, c'est comment on accède à cette réserve? Ce n'est pas automatique, j'imagine. Non, il n'y a pas de bouton on-off. La clé, selon Jordan, et fidèle à sa philosophie, c'est l'action. C'est faire de son mieux maintenant dans ce qu'on a à faire. Et oser un peu plus. Oui, oser sortir de sa zone de confort, se dépasser, même un tout petit peu. La force ne se révèle pas d'un coup, mais progressivement, au fur et à mesure des besoins. Comme la manne dans la Bible, donnée chaque jour. Ou l'escalier en colimaçon où on ne voit que la marche suivante. Ces images lui plaisent beaucoup, oui. C'est un dévoilement progressif, lié à l'effort. Donc c'est un appel à avoir une confiance radicale en soi, en ce potentiel caché. Une confiance active, pas une confiance passive qui attend que ça tombe du ciel. Une confiance qui se construit et se mérite par l'effort quotidien et l'audace. C'est très responsabilisant, encore une fois. Oui, et profondément optimiste. Le potentiel est là, mais c'est à nous de l'activer, par nos actions, notre persévérance. Ok. Si on essaye de résumer ce voyage dans la pensée de Jordan, il y a d'abord cette exigence forte de maîtrise de soi. Cette royauté intérieure à bâtir, jour après jour, par des efforts constants, même petits. Ensuite,
la prise de conscience du pouvoir énorme de nos pensées et de nos mots. Oui, leur impact sur les autres, le jugement, la méchanceté, mais aussi sur nous-mêmes, avec cette inquiétude qui nous ronge. Et les antidotes. La suspension du jugement, la charité intellectuelle et la force de la simplicité. Éliminer le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Et enfin, cette note d'espoir immense, la puissance de réserve. Ce potentiel incroyable en chacun qui attend d'être révélé par nos efforts face aux défis. C'est une invitation à ne jamais se voir comme fini, limité. C'est presque une invitation à ne jamais désespérer de soi-même, en fait. C'est tout à fait ça. Si on relie tous ces points, on a une philosophie de l'action, de la responsabilité, mais teintée d'un optimisme. Pragmatique. Il nous dit « Vous avez les ressources en vous, pour vous améliorer, pour faire face, mais ça demande du boulot, un engagement conscient, constant. » Oui, il ne vend pas de recette miracle, mais il donne des clés, et surtout, il redonne confiance dans nos propres capacités. Et pour terminer, peut-être une dernière pensée, inspirée par Jordan. Il suggère que chaque jour est comme une nouvelle vie, une page blanche. Avec la sagesse de la veille en plus. Voilà. Une chance de recommencer. Alors, si on prend cette idée au sérieux, si aujourd'hui est vraiment une nouvelle opportunité, quelle serait la toute petite action concrète, même minuscule, qu'on pourrait choisir de faire aujourd'hui, là, maintenant, en s'inspirant de tout ça, pour commencer à puiser dans cette fameuse puissance de réserve? Juste une petite action? Oui, pour faire un pas même infime vers cette meilleure version de soi dont il parle. C'est une question à laisser mûrir, peut-être. Une excellente question pour la route.